N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et Lémi. Pauline, vous êtes gilet jaune depuis 10 mois. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique de ce qui s'est passé à La Rochelle depuis le mois de novembre 2018 ? Oui, alors je suis gilet jaune depuis le 19 novembre. J'ai pas commencé le 17 novembre du fait que je travaillais. Donc le 19 novembre, je suis arrivée pour aider tout le monde au dépôt pétrolier, parce qu'il y avait un appel au dépôt pétrolier. Il n'y avait pas énormément de monde parce que c'était un lundi. Personne ne pensait que le mouvement allait continuer après le 17 novembre. Donc je me suis retrouvée le 19 novembre aller au dépôt pétrolier afin d'aider tout le monde pour finir sur la rocade et bloquer comme on avait fait le 17 novembre. Donc après les dates s'en suivent, on va souligner des dates. Donc au début, vous aviez un point de regroupement qui était le rond-point du Sceau. Vous y êtes resté combien de temps sur ce rond-point ? Comment ça se passait ? Rond-point du Sceau, donc c'est là où on a fait notre QG. Donc déjà on avait commencé par faire un appel pour construire le rond-point du Sceau. Ça a été par message, donc tout le monde s'envoyait des messages, on s'est tous contactés. On a commencé à se contacter à ce moment-là. Donc on a créé le rond-point du Sceau dernière semaine de novembre. C'était un point stratégique, tout le monde pouvait s'y rejoindre, il y avait possibilité de discuter, de rencontrer tout le monde et de mettre en place des actions, de mettre en place des manifestations. Donc malheureusement, c'est un endroit où on s'est fait déloger très rapidement, au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, par les forces de l'ordre. Donc on a été un des premiers ronds-points qui a été aboli. Est-ce que vous savez pourquoi alors que partout en France, les gens continuaient, les gilets jaunes en tout cas continuaient à prendre les ronds-points, pourquoi à La Rochelle, vous n'avez pas pu rester sur ce rond-point du Sceau ? Les dires, c'est le préfet qui ne voulait pas faire mauvaise image sur La Rochelle, sachant qu'il n'y avait jamais eu de violence, il n'y avait jamais eu de problème au niveau du rond-point. C'était très bon enfant, les gens s'arrêtaient, les gens venaient boire leur café et tout ça, mais le préfet, ça donnait une mauvaise image. Ça, c'est sûr et certain. Donc il y avait Olivier Falorni qui est même venu sur le rond-point afin de discuter avec nous, voir un peu ce qu'il en était, vu qu'il est député à l'Assemblée nationale, il voulait discuter de nous. Mais ça n'a pas donné plus d'effet, puisque la semaine d'après, on a été littéralement dégagés avec violence, avec répression. Il y a eu des grenades lacrymogènes. Donc c'est là où on a commencé à voir qu'il risquait d'y avoir une très grosse répression à La Rochelle. Grenades lacrymogènes, il y a eu matraquage, il y a eu des gardes à vue qui ont été faites à partir de là. Et là, on a compris qu'on rentrait dans un système assez particulier de répression policière. Donc le lendemain de l'évacuation du rond-point du Sceau, vous avez repris le dépôt pétrolier, vous avez fait un blocage au dépôt pétrolier. Ça s'est passé comment ? C'était donc le 9 décembre. Le 9 décembre, donc on avait prévu, vu qu'on allait se faire enlever, on s'était fait enlever du rond-point du Sceau, donc on avait tous pris la décision de reprendre le dépôt pétrolier et de montrer qu'on était encore là, que même si nous faisait partir d'un point, on pouvait reprendre un autre point. Donc on a été au dépôt pétrolier, le but étant de bloquer normalement le plus longtemps possible. Ça a été assez compliqué puisque dès le soir même, la police est intervenue et nous a pareil viré très rapidement avec beaucoup de violence des deux côtés. On ne peut pas dire le contraire, il y a eu des deux côtés parce que forcément dès qu'ils envoient quelque chose, il y a eu une réponse. Ça a fait beaucoup de bruit à La Rochelle parce qu'il y a eu le feu qui a été mis au niveau du dépôt pétrolier. Donc ça a fait une mauvaise pub et très mauvaise pub. Mais à partir de là, on a pu rebondir et montrer aux gens que c'était pas de la violence de notre part. Et on a pu lancer les manifestations qui ont suivi un petit peu après. Donc à La Rochelle, il y a eu une grosse mobilisation, si je me souviens bien, donc durant fin décembre et début janvier. Je crois qu'on a pu compter jusqu'à 4000 personnes lors de ces différentes manifestations, donc du 5, du 12 et du 19. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience personnelle sur ces manifestations ? Comment ça s'est passé pour vous ? Il y a eu déjà le 29 décembre. Ça a été le premier gros appel de La Rochelle. Le 29 décembre, le but étant de se montrer toujours tous ensemble avant le début d'année. Donc on voulait faire une grosse manifestation de fin d'année. Un appel avait été fait sur les réseaux sociaux, comme tout appel fait, où on demandait un maximum de monde sur La Rochelle pour montrer qu'on est encore là à faire du bruit. Donc tous les gilets jaunes étaient là. Le point spécifique de cette manifestation, donc beaucoup s'en souviennent, il y avait des Mariannes, donc il y avait plusieurs Mariannes, on était 5 ou 6 Mariannes, et une qui était vraiment habillée en Marianne, donc c'était moi. Et il y a eu, donc on s'est déplacé, tout s'est bien passé, on pouvait encore se déplacer en centre-ville, il n'y avait aucune interdiction de ce côté-là, pas d'interdiction préfectorale. Donc on s'est déplacé jusqu'à la préfecture où là on a rencontré les forces de l'ordre. Et ça a été assez houleux parce que là les grenades lacrymogènes ont commencé à sauter, il n'y avait pas encore de LBD à ce moment-là.
Mais il y a eu des grenades lacrymogènes qui sont parties, dont une qui m'a atterri sur le visage, avec laquelle j'ai été brûlée. Donc j'en garde un très mauvais souvenir de cette manifestation en tant que Marianne. Après, on en garde tous un bon souvenir parce que ça a été une des plus belles manifestations de La Rochelle, où on a montré que vraiment c'était une répression policière qui commençait et on risquait d'être tous vraiment très embêtés pour la suite. Donc après, au niveau des autres dates, on avait le 5, le 12, le 19 janvier. Donc des dates clés, parce que La Rochelle a emmené beaucoup de monde, ça a été souvent des appels régionaux. On a eu appel départemental, appel régional, mais on s'est rendu compte qu'à partir de là, la répression commençait vraiment fortement. Beaucoup de gazage sur La Rochelle, beaucoup de gazage sur le port, parmi les manifestants, parmi les touristes aussi. Donc beaucoup de répression, beaucoup de gaz. On a senti vraiment un engouement de la part des forces de l'ordre de faire fuir le mouvement et de le faire arrêter très rapidement et de lui donner une mauvaise image. Qu'est-ce que vous pensez de ces répressions policières, puisque à La Rochelle, est-ce qu'il y a eu des violences, est-ce qu'il y a eu des dégradations, qu'est-ce qui pourrait justifier qu'il y ait eu autant de gaz lacrymogène, de LBD, de GLIF4 aussi, et autant de blessés du côté des manifestants? Est-ce qu'il y a un antécédent de violence à La Rochelle, de manifestations précédentes qui ont dérapé? De mon côté, j'ai pas senti une grosse violence pour avoir fait d'autres manifestations à Nantes ou Paris. On a fait quelques-unes en extérieur de La Rochelle, il n'y a jamais eu d'altercation aussi forte qu'ailleurs. Je considère qu'il n'y a pas, même n'importe où, il n'y a pas matière à devoir blesser les gens, à mutiler les gens et à les blesser comme ils le font. Ils tirent au LBD comme n'importe où. On a bien vu, on a été 2 touchés, je me souviens, on a été plusieurs touchés en date du 12 janvier. J'en garde aussi le souvenir parce que j'ai été touchée au sein. On était en train de partir. Au moment où on s'est retourné pour voir où étaient les forces de l'ordre, ils nous ont tiré dessus. Sans rien comprendre, ils nous tirent dessus comme si on était des pigeons. C'est vraiment un coup de chasse. Un coup de chasse et il faut tirer sur ce qui bouge. Je pense pas qu'il y ait matière à devoir faire autant de violence sur les gilets jaunes. La Rochelle, c'est une ville calme. Il apparaît même que j'ai retrouvé un reportage de la part de notre chère maire, M. Fontaine, qui lui-même disait qu'on n'a pas eu de violence à La Rochelle, on n'est pas une ville à avoir de la violence comparée à d'autres villes. Donc on ne comprend pas. On ne comprend pas aujourd'hui. Et donc du coup, il devait être de plus en plus difficile à ce que les gens viennent en manifestation, sachant ce qui s'y passe. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui n'osaient plus venir et qui devaient avoir peur de manifester, puisque je vois qu'en date du 26 janvier, donc il n'y a pas eu de manifestation défilée à La Rochelle comme les dates précédentes, mais il y a eu une action qui a été faite de blocage de la rocade. Vous pouvez nous parler de cette journée-là? Oui, cette journée-là, elle avait commencé, donc on s'est tous rejoints place de Verdun. On a eu une information qui est tombée à la dernière minute, une information qui a été donnée, indiquant comme quoi il y avait le ministre de l'Éducation qui était au niveau du Mail, qui était pas loin du Mail dans un des hôtels. Donc on s'est tous décidés à aller sur le Mail. On s'est dit, quitte à taper fort, autant aller voir quelqu'un qui est haut placé au niveau du gouvernement. Donc on s'est déplacé au Mail. On s'est retrouvé bloqué dans le sens où la personne est partie très rapidement. Donc on l'a vu partir. On a décidé de faire demi-tour. Pour ne pas faire comme tous les autres samedis et ne pas prendre de risques sur le centre-ville, parce que de toute façon on était en interdiction de manifester sur La Rochelle, on a décidé de pas tous partir sur la rocade. À partir de là, ça a été pareil. Une répression, on n'a pas eu de gaz lacrymogène ou autre. Les gens ont fui très rapidement de peur de la répression qui a pu se faire sur les autres manifestations auparavant, parce qu'une semaine auparavant, il y a eu des gaz lacrymogènes, des coups de LBD, donc les gens en avaient peur. Les gens ont vite fui, donc on a réussi à tenir quand même un petit peu la rocade. Donc on a traversé depuis le boulevard Sautel jusque sortie Lagore pour retourner place de Verdun, sur laquelle tout s'est passé bon enfant, mais on a bloqué une grosse partie de La Rochelle à ce moment-là. Et je vois aussi que le 5 février, il y a une manifestation conjointe avec les syndicats. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la convergence, comment elle s'est faite, comment il peut y avoir un lien entre les Gilets jaunes et les syndicats, et en tout cas comment ça s'est fait à La Rochelle? Alors à force de réunions, lorsqu'on faisait tous des réunions, on avait beaucoup de syndicats qui voulaient se rallier à nous. On a vu beaucoup de personnes dans les syndicats qui voulaient se rallier à nous. Donc on avait discuté d'une date clé
de manière à bloquer le dépôt pétrolier. C'était pas une manifestation, c'était surtout un blocage de dépôt pétrolier. Et donc le 5 au matin, on avait rejoint, je ne sais plus par contre quel syndicat, il me semble que c'était la CGT. On s'est tous rejoints au niveau du dépôt pétrolier, faire un blocage du dépôt pétrolier. Chose qui n'a pas pu tenir sur la durée par rapport au fait que les gens ne tiennent pas forcément. Ils ne veulent pas avoir de répression de leur côté. Il me semble que ça avait été levé dès le début d'après-midi et ils sont partis faire, eux, de leur côté, une manifestation au centre-ville. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la journée type d'un manifestant sur La Rochelle, sur les manifestations de La Rochelle? En général, tout commence dès le vendredi soir où l'engouement se met. On sait que le lendemain, on est samedi. Première chose, nous, qu'on faisait à La Rochelle, on ouvrait le péage de l'île de Ré. C'était un acte qu'on voulait faire, qu'on souhaitait faire. Donc c'était pour montrer qu'on était encore là. On n'a pas de péage à La Rochelle, on n'a pas d'autoroute, donc c'était assez compliqué de trouver un endroit où lever les barrières comme si ça se faisait partout en France. Donc il avait été décidé en accord, parce qu'on avait quand même eu l'accord de lever les barrières. On n'a jamais fait ça dans le dos de la région, mais on demandait directement au bureau au niveau du péage de l'île de Ré si c'était possible pour nous d'ouvrir les barrières. Donc la journée type, c'était vraiment, on se retrouvait tous à partir de 9h au péage de l'île de Ré. On faisait le petit déjeuner tous ensemble. On faisait la levée des barrières du moment où on était à un nombre cohérent, donc c'était entre 15 et 20 au début. Et donc on faisait une étude de péage gratuit pour tout le monde pour aller sur l'île de Ré. Ça reste un péage qui est quand même à 9 € l'hiver et à 18 € l'été, donc ça permettait aux personnes qui n'avaient pas forcément les moyens de pouvoir aller sur l'île de Ré le samedi. Et après, on tenait le péage jusqu'à 13h, et à partir de 13h, on se rejoignait tous place de Verdun, lieu de convergence tous ensemble, et on commençait notre manifestation. En général, le parcours était prédéfini. On essayait de prédéfinir un parcours, ce qui était compliqué à tenir par rapport aux forces de l'ordre, parce que c'est eux qui nous promenaient. Par rapport aux arrêtés préfectoraux, ils essayaient à chaque fois de nous faire aller à droite ou à gauche. Parce qu'il y a des secteurs, qui étaient déjà interdits dès le mois de février sur les manifestations. Malgré le fait qu'il n'y avait pas de violence, il me semble que la préfecture était interdite, était bloquée en tout cas par les forces de l'ordre, et il me semble que c'est souvent là que commençaient les difficultés, et souvent c'était là qu'il y avait les premiers gaz lacrymogènes, puisque les Gilets jaunes voulaient symboliquement aller devant la préfecture, qu'ils considèrent comme la maison du peuple en fait. Après, on n'a pas eu d'arrêté préfectoral jusqu'au 23 mars. Donc en date du 22 mars à 19h, l'arrêté préfectoral est tombé, indiquant qu'on n'avait pas le droit d'aller sur le port. Donc ils nous ont donné des zones, des rues, donc interdiction d'aller sur le port au niveau du 23 mars. Malheureusement, 23 mars, je ne peux pas en parler, ce jour-là, je n'ai pas pu être présente sur cette manifestation. Je suis juste retrouvée à venir voir tout le monde en milieu de manifestation, où j'ai vu un certain nombre de baqueux pourrir à droite à gauche. Enfin, la répression était énorme. Je suis arrivée, ça sentait le gaz dans toute La Rochelle. Mais c'est à partir de celle-ci qu'il y a eu un arrêté préfectoral qui a été donné, vraiment interdisant complètement l'accès sur le port. On en a eu d'autres arrêtés préfectoraux derrière, qui sont tombés par rapport à d'autres dates, donc surtout le 8 juin. Le 8 juin, on a eu un très gros arrêté préfectoral qui est tombé. Mais ça, c'est pareil. C'est un arrêté préfectoral qui a été donné sur une zone, sachant que c'était interdit uniquement sur le port. Et entre la place de Verdun et le port, il y a tout le centre-ville où on a interdiction d'y passer, sachant qu'une manifestation, selon la loi, une manifestation n'est pas interdite du moment où on manifeste pacifiquement, et elle devient un attroupement, donc interdite au moment où il y a une sommation de la part des forces de l'ordre. Donc il n'y a jamais eu de problème en dehors du port, donc on aurait pu passer en centre-ville sans craindre la moindre répression normalement, et eux nous ont toujours interdit d'y passer. Donc le 16 mars a été une date clé sur les manifestations des Gilets jaunes. Est-ce que vous avez vu des changements après le 16 mars, et comment vous voyez ce tournant-là du 16 mars? Alors le 16 mars, comme beaucoup, on a décidé d'aller sur Paris, voir un petit peu. C'était un appel national fait sur Paris, donc on s'est déplacé. Pareil, journée type, on se lève le matin, on est content. On s'est retrouvés donc dès 10h à se retrouver tous gare Saint-Lazare, de manière à pouvoir aller en convergence tous ensemble sur les Champs-Élysées. Donc arrivé sur les Champs-Élysées, une scène de guerre. Super direct. Scène de guerre, c'est un truc de ouf.
là, il se régale là. Non, ça pique pas là. Boum! On l'a entendu partir celui-là, mais il s'est foiré. C'était vraiment une scène de guerre, on sentait vraiment dans le moment de la part des forces de l'ordre de frapper absolument du gilet jaune. C'était des grenades de désencerclement, des LBD, des fumigènes, enfin c'était vraiment des fumigènes, des gaz lacrymogènes, donc c'était vraiment assez particulier. L'image qu'on en retient beaucoup de cette journée-là sur Paris, c'est la violence qui a été faite et sur laquelle tout le monde a laissé faire. C'est-à-dire que quand on voyait un magasin se faire piller par ceux qui l'organisaient, qui organisaient tout ce qui était pillage, la police laissait faire, on comptait environ 10 minutes entre chaque magasin. Et on sentait on sentait le côté où il faut les laisser faire, on va pouvoir tout changer après ça. Donc ça a été donc assez particulier oui, sur cette journée-là. Et la différence qui s'est passée, donc c'est là où on peut rebondir sur le 23 mars à La Rochelle, c'est qu'ils ont mis la loi anti-casseurs. Elle est passée directement après Paris. Comme si c'était un signe, on peut parler de théorie du complot, comme si c'était un signe en disant il faut les laisser faire et à partir de là on va pouvoir mettre une loi très facilement, tout le monde va pouvoir nous écouter. Et donc le 16 mars ça a été un changement et un bouleversement dans la vie des Gilets jaunes. La répression a été vraiment forte à partir de cette date-là et ça a été assez impressionnant. Et d'où pourquoi le 23 mars on a eu des arrêtés préfectoraux qui sont tombés très facilement sur La Rochelle. La loi était passée donc ils avaient tous les droits au niveau de la préfecture. Et est-ce qu'au niveau des non-gilets jaunes, vous avez senti, c'est vrai qu'au début le mouvement était soutenu par 80% de la population, les médias traitant les manifestations des gilets jaunes très souvent sous l'angle des violences des gilets jaunes. Est-ce que vous avez senti vous-même en manifestation que le soutien de la population avait changé ou baissé, qu'il y avait une incompréhension des personnes? L'incompréhension a se fait grâce et à cause des médias. On en parle assez souvent, les médias donnent une mauvaise image des gilets jaunes. Toujours l'angle de vue, il n'y a personne en manifestation, ils sont 400. Ils montrent une mauvaise image, c'est-à-dire que pour eux c'est uniquement la faute des gilets jaunes s'il y a de la répression policière. Et grâce aux médias indépendants, on voit l'autre image, c'est-à-dire l'image du côté des gilets jaunes, où on voit que de 400 on est passé à 4000 manifestants et qu'un jet d'œuf ou de tomates revient à un LBD qu'on reçoit directement sur nous. Les gens, ils ont cette image, cette mauvaise image à cause des médias qui sont payés par l'État. De toute façon, on ne va pas se le cacher. Les médias aujourd'hui à la télé sont à la solde du gouvernement. Ça, on en est tous certains. Les gens se posent encore la question, est-ce qu'on existe? Oui, on existe. Par contre, on n'est plus visible dans le sens où on nous cache. On nous fait passer pour les méchants, on nous fait passer pour les personnes sans intérêt, sans cerveau, on va dire même, quand on voit des sans-cerveau ou autres. Il faut leur montrer que non, on est encore là et grâce aux médias indépendants, on pourra se montrer. Les gens vont revenir dans la rue. Aujourd'hui, ça touche tout le monde, la réforme des retraites, comme on a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est retrouvés en manifestation avec la CGT. Nous, on a su converger avec la CGT et Sud. Il faut montrer qu'on est encore là. Les Gilets jaunes sont encore là et les gens vont forcément et au fur et à mesure revenir. La retraite va toucher tout le monde, le carburant va toucher tout le monde. Même s'ils ont un mauvais regard des Gilets jaunes, ils en gardent quand même un bon parce qu'on est encore là pour faire bouger les choses et on fera bouger les choses. On lâchera pas, on lâche rien. Je vois que le 20 juin, vous avez été en garde à vue, on est venu chercher à votre travail. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe? Vous avez peur? Comment vous gérez votre vie au quotidien par rapport à ça? C'est assez difficile. Donc oui, le 20 juin, j'ai été placée en garde à vue, donc ils sont venus me chercher à mon travail. J'ai été placée en garde à vue pour organisation de manifestations non déclarées, participation à un groupement armé en vue de commettre des violences sur les biens et sur incitation à la violence de par une vidéo que j'ai créée avec la majorité des Gilets jaunes. Donc j'avais de mon côté j'avais le support pour créer, par contre ça a été une vidéo qui a été faite en groupe. Donc oui, ils m'ont placée en garde à vue, donc une garde à vue qui s'est très très bien déroulée, malgré tout ce qu'on peut penser des gardes à vue. Je me suis fait avoir, donc oui, ça s'est très bien déroulé. Ils ont réussi à me caresser dans le sens du poil de manière à ce que je parle, chose que j'ai faite.
j'ai eu aucune hésitation de parler parce que de toute façon ils avaient toutes les preuves devant eux. Donc à partir de là, un procès était lancé. Donc le stress, hein, comme on se dit toujours, bon bah voilà, c'est bon, je suis partie en garde à vue, maintenant je vais avoir mon procès. Chose que ça ne s'est pas passé comme on aurait pu penser. Puisqu'à partir de là, il y a eu une très grosse... ils se sont mis sur mon dos. Clairement, ils se sont mis sur mon dos. Ça a été beaucoup de... comment on appelle ça à partir du moment où j'ai été en garde à vue, à partir de là, j'ai vécu beaucoup de pression et d'intimidation policière. Donc ils sont venus une première fois chez moi mi-août. Donc ils se sont carrément déplacés chez moi. Ils sont venus à la maison de manière à me convoquer. Donc oui, il faut que tu viennes répondre à des questions. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que pour moi, j'étais passée en garde à vue, mon procès était lancé, donc il n'y avait pas de raison que je me représente. Donc ça a été une convocation orale à laquelle je n'ai pas voulu me présenter. Il n'y avait rien qui stipulait, moi, selon l'avocate, rien qui stipule comme quoi je dois me présenter. Donc de là, j'ai commencé à sentir un petit peu de stress. Je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Ils vont venir me chercher n'importe quand. Chose qu'ils ont essayé de faire le lundi d'après. Donc ils ont essayé de venir me chercher. Donc c'était le lundi, il me semble, quelques jours avant mon procès. C'était le 5 septembre, votre procès? Mon procès, c'était le 5 septembre. Donc le lundi, la semaine, c'était un jeudi. Donc le jeudi 5. Et le lundi, donc ils sont venus à mon travail. Donc ils savaient très bien que je ne travaillais pas le lundi, de manière à me remettre une convocation. La responsable leur disait que je ne serais pas présente avant le lendemain. Elle m'a quand même téléphoné. Elle a eu ce cran de me téléphoner en me disant, écoute, la police est venue au travail. Après m'avoir appelé quand même quelques fois, ils sont venus à mon travail, donc ils ont déposé la convocation. Il s'avère que la convocation était pour le jour même, à 14h30, au commissariat de La Rochelle. Je m'y suis présentée, j'avais une convocation écrite, à partir de là c'était officiel. Et quand je m'y suis présentée, j'ai attendu jusqu'à environ 15h45. Personne ne m'a reçue. Personne avait prévu de me recevoir. Donc ils m'ont convoqué, mais par contre derrière, non, on n'est pas là pour t'entendre. Bon. J'ai laissé faire et à partir de là j'ai eu mon procès. Donc le procès qui devait, donc on a tous été au tribunal à 16h, donc j'étais convoquée à 16h. Passage au tribunal, il était environ 21h lorsque je suis passée. Avec Hugo. Hugo lui était pris pour port d'engins explosifs, c'était des pétards. Et donc moi par rapport au chef d'inculpation que j'ai cité juste avant, Hugo a été relaxé. Et moi de mon côté j'ai eu 40 heures de tige qui m'ont été prononcées. Donc qu'est-ce qui a été concrètement retenu contre vous pour justifier ces 40 heures de tige? Une vidéo. Donc eux ils se sont vraiment basés sur une vidéo sur laquelle il y avait marqué Black Bloc. C'était pour eux une incitation à la violence que de mettre Black Bloc dans la vidéo. Et est-ce qu'il y a eu, suite à ça, des violences à La Rochelle? Non. Est-ce qu'il y a eu des Black Blocs? Est-ce qu'il y a eu... La Rochelle, on n'est pas une ville violente. On n'a jamais été une ville violente. Les gens ne sont pas comme ça à La Rochelle. Ça a été, comme on l'a dit au procès, ou comme je l'ai dit pendant mon audition, ça a été quelque chose de maladroit. On a tous été en train de faire la vidéo. Effectivement, tout le monde voulait mettre son petit point. On a mis ça. Donc on a tous fait ensemble. Malheureusement, ça a été maladroit, mais on n'a jamais eu de violence. Et bien entendu, on prône le fait qu'il n'y ait pas eu de violence à La Rochelle, on en est content. Pas de dégradation, rien du tout, ça montre quand même qu'à La Rochelle, on est des gilets jaunes, beaucoup plus consciencieux qu'ailleurs, mais il n'y a pas de Black Bloc, pas de violence à La Rochelle. Et donc, suite à ce procès, donc, vous avez été condamné à 40 heures de tige, et il me semble que vous avez de nouveau été convoqué au commissariat, pour quelle raison? Alors oui. Donc là, la convocation du 5 septembre, donc c'était pour l'organisation de la manifestation du 8 juin à La Rochelle. Et donc vous avez été de nouveau reconvoqué par la police? Par la police, directement. Donc ils m'ont reconvoqué, j'ai bien vérifié par rapport à la convocation qu'ils m'avaient faite avant mon procès. J'ai regardé le numéro de PV qui était exactement le même. Alors c'était pas le même numéro de PV que mon procès, c'était un autre numéro de PV qui avait été ouvert. Donc j'ai reçu la convocation par lettre recommandée donc, en date du 13 septembre, donc quelques jours après mon procès, et datant du 10 septembre. Donc 5 jours après mon procès, ils avaient décidé de me réentendre. Lorsque je m'y suis présentée, donc déjà pour ceux qui étaient présents, ils ont bien vu comment ça s'était passé, donc j'ai fait un appel de soutien, parce que le soutien est important lors des convocations ou des procès. J'ai fait un appel aux Gilets jaunes en leur demandant de venir me soutenir devant le commissariat. Ils ont bien vu comme tous, les portes se sont ouvertes, se sont tenues. Donc à La Rochelle, on a un système de portes de sas. Donc on a une porte qui s'ouvre tant qu'elle n'est pas fermée, l'autre porte s'ouvre pas. Là, les deux portes étaient ouvertes, à laquelle il y avait 5 ou 6 policiers qui attendaient.
Ils attendaient donc tout simplement que je rentre, donc ils m'ont dit que c'était, donc ils m'ont bien montré du doigt en disant c'est la demoiselle qu'on veut. Donc je suis rentrée dans le commissariat, ils n'ont pas voulu faire rentrer ou sortir qui que ce soit d'autre, donc j'étais vraiment prise comme si j'étais quelqu'un de très dangereuse. Et je suis montée dans le bureau, donc le commandant, donc c'est le commandant qui me reçoit directement, c'est toujours le même. Le commandant m'a dit directement, enfin on arrive à se voir. Donc, moi par ma réponse, je lui ai dit, quand c'est officiel c'est beaucoup plus facile. Parce que moi, me convoquer à l'oral, c'est pas quelque chose d'officiel, donc je refuse. On m'a donc demandé de répondre à certains chefs d'inculpation. On me reproche donc d'avoir organisé les manifs suivantes, le 5, le 12 et le 19 janvier, ainsi que le 23 mars à La Rochelle. Et on me déclare aussi comme étant participante à un groupement armé, parce que soi-disant, on a vu une photo de moi le 23 mars à La Rochelle, faisant partie de la manifestation. Chose que j'ai niée, parce que moi de toute façon le 23 mars je n'étais pas manifestante, j'étais tout simplement une citoyenne qui me promenait dans la ville. Donc là, je ne sais pas ce qu'il en est. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que quand j'ai entendu la dernière phrase qu'il a pu me dire, tout simplement qu'on se reverrait très rapidement, qu'il y aurait une suite, et que 40 heures de tige, ce n'était pas assez, qu'ils ont été trop cléments au niveau de la justice, qu'ils ont été trop cléments de ne mettre que 40 heures de tige. C'est selon son avis, sauf que c'est pas la police qui fait la justice aujourd'hui, on a des tribunaux qui sont là pour ça. Donc aujourd'hui, je suis rendue à me dire qu'est-ce que je vais faire demain. Je ne sais jamais si je suis libre. Pour moi, je ne peux rien prévoir au lendemain, parce que je ne sais jamais si en me levant le matin, je ne vais pas partir avec eux pour 24-48 heures ou comparution immédiate, parce qu'aujourd'hui c'est leur grande chose, la comparution immédiate. Et je ne sais jamais si le soir je vais être à la maison. Donc ils ont réussi à mettre un peu de terreur dans notre monde. Dans ma vie, ils m'ont mis un peu de terreur. C'est-à-dire, est-ce que demain matin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et malgré ça, vous allez continuer à manifester et à revendiquer. Ah, bien sûr, toujours. On lâche rien. Je sais que les Gilets jaunes se réunissent chaque lundi dans une salle à La Rochelle à 18h. Il me semble que le mot d'ordre aussi des Gilets jaunes, c'est que ce n'est pas un fonctionnement pyramidal et qu'il n'y a pas de chef. Donc je suppose que ces organisations se font pendant les réunions. Je sais qu'à ces réunions aussi, on vote beaucoup des décisions sur les personnes qui sont présentes. Ça peut représenter à peu près 100 personnes, 40 personnes lors des réunions pour organiser justement. Comment vous expliquez le fait qu'on vous dise à vous que vous êtes organisatrice? D'ailleurs, il me semble qu'au commissariat, les pancartes que portaient les gens, c'était « Je suis organisateur ». Chaque gilet jaune est organisateur, décide, prend part et vote. Comment vous expliquez et comment vous pouvez justifier que c'est vous qu'on vient chercher, que c'est à vous qu'on octroie l'organisation d'une manifestation sur La Rochelle, alors qu'on sait que c'est pas comme ça que ça s'organise? Non, c'est pas comme ça. Donc effectivement, on se rejoint tous les lundis. Tous les lundis, on est tous ensemble, donc que ce soit le samedi et le lundi. Donc faut pas croire qu'on travaille que 2 jours par semaine sur les gilets jaunes. Donc je dis on travaille, c'est que tout le monde y met la main à la pâte. C'est-à-dire que autant on va faire des panneaux, des revendications, des travails sur la loi, enfin on cherche beaucoup de choses. Donc tous les lundis on se rejoint tous. Donc bon, là on est sur une minorité de personnes parce que les gens ont un petit peu lâché le mouvement du fait que par rapport à la répression policière, on a eu quand même le beau temps, on a eu l'été et tout ça, les gens commencent à vouloir revenir. D'ailleurs on entend souvent dans les médias mainstream que les gens qui restent aujourd'hui gilets jaunes sont les plus radicaux, les plus déterminés. Est-ce que c'est ce que vous voyez lors des réunions et des assemblées générales des gilets jaunes? Comment vous décririez les gens qui sont encore gilets jaunes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les gilets jaunes qui restent sont des gens qui sont encore effectivement déterminés. Sauf que déterminé sur la bouche de certaines personnes, ça veut toujours dire soit totalement radical, soit totalement extrême. Non, pas du tout. Aujourd'hui, les déterminés, c'est ceux qui veulent encore avoir quelque chose à manger dans leur assiette. Donc lorsqu'on va en réunion, on est tout type de personnes. On va avoir des personnes à la retraite, des personnes qui sont effectivement soit pas en accident de travail, mais tout ce qui va être problème au niveau du travail, qui vont être en perdition en fait, qui vont être un petit peu perdus. Et on a des personnes qui sont actives. Moi, de mon côté, je vois beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de retraités, je discute beaucoup avec des retraités. Et lorsqu'on fait les réunions, on décide tous ensemble. Donc à partir de là, ça diverge, puisque on va avoir des personnes qui ont vécu beaucoup plus de choses que d'autres. J'ai une trentaine d'années, on a des personnes qui ont 60-70 ans, mais on se bat tous encore pour la même chose. Donc oui, c'est les plus déterminés, parce qu'ils veulent toujours manger et avoir gain de cause à la fin. Tout s'organise ensemble, donc lorsqu'on décide une date ou quoi que ce soit, c'est tous ensemble. Il y a des personnes qui vont avoir plus de facilité à faire quelque chose,
Par exemple, sur le 8 juin, ça a été une organisation qui a été faite tous ensemble, sauf que la seule erreur que j'ai pu commettre, c'est de l'avoir posté depuis mon mur personnel, et d'avoir posté une vidéo de mon mur personnel. Donc à partir de là, ils considèrent que je suis l'organisatrice, je suis, comme le dit Alexandra, notre avocate, je suis l'organisatrice, je suis le Graal. Sauf que non, ça se passe pas comme ça. Il faut toujours une personne qui va balancer quelque chose, mais cette personne répond au nom de tout le monde. C'est-à-dire que lorsque j'ai envoyé un événement, lorsque j'ai posté des événements, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me considère en tant qu'organisatrice de ces 4 manifestations. 5, mais la 5e, pour moi, j'ai été jugée, donc j'en parle même plus du 8 juin. Ils considèrent que je suis l'organisatrice parce que j'ai balancé l'événement sur Facebook. Sauf que sur l'événement, c'est bien haut. Il n'y a pas de... Je l'ai posté à mon nom propre, mais c'est tous ensemble on organise, tous ensemble on est chez les jeunes et tous ensemble on est organisateur. Donc pourquoi on disait lors de mon passage en audition libre, tout le monde avait un panneau « Je suis organisateur » et ils l'ont bien mis, ils l'ont bien stipulé. On est tous organisateurs du moment où on descend dans la rue, on est tous organisateurs et on revendique les mêmes choses. Donc il n'y a pas un meneur, ça n'existe pas. Chez les Gilets jaunes, il n'y a pas un leader, il n'y a pas un meneur. Il y a des personnes qui vont parler plus fort que d'autres, mais ça ne fait pas ces personnes des leaders. Le problème aussi à La Rochelle, c'est que là, je parle en mon nom, je reste la seule personne encore visible depuis le début du mouvement qui n'est jamais lâchée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, j'ai vu des personnes qui avaient beaucoup plus de prestance au niveau des Gilets jaunes qui sont partis. Sur les personnes qui étaient soi-disant, à l'époque on parlait de référents, c'était plus des référents, donc les personnes vers qui on allait pour prendre conseil ou savoir comment ça se passait et qui bougeaient partout dans toute la France et qui discutaient avec les autres. Sur ces groupes-là, j'y suis toujours allée, j'ai toujours fait partie donc, de l'ensemble des Gilets jaunes et oui, par rapport aux organisateurs, selon eux, je suis la seule à être restée. Donc depuis le début, je suis là et je lâcherai rien. Et vous avez eu l'occasion d'aller manifester dans différentes villes, à Paris, à Nantes. Oui. Vous pouvez nous en parler, comment ça se passe dans ces villes? C'est que la répression à Nantes est très forte. Comment vous les avez vécues, vos manifestations à Nantes? J'en ai fait 2, donc 2 manifestations à Nantes, une à Paris. Celle de Paris, c'était celle du 16 mars. Donc, c'était l'appel national, forcément on se doit d'y être directement. Nantes, très particulier parce que on est livré à nous-mêmes, donc forcément c'est des manifestations non déclarées, donc ça pareil, hein, les manifestations non déclarées, il y a une raison pour laquelle elles ne sont pas déclarées, mais ça c'est un autre sujet. On arrive à Nantes et on sent tout de suite qu'il va y avoir la répression. On voit des canons à eau partout, on voit de la police partout, enfin, c'est assez impressionnant, on a l'impression que c'est une scène de guerre, on arrive dans une scène de guerre, on devient acteur d'une scène de guerre. De mon point de vue, c'est vraiment on arrive et on n'a même pas le temps de manifester ou de dire un mot, que déjà, première chose qu'on fait, c'est on se masque le visage, on met du sérum dans les yeux parce que voilà, on se fait gazer de n'importe où. Ils ne veulent pas qu'on manifeste, ils nous refusent à manifester. Donc celle du 11 mai a été quand même assez violente, mais j'en garde moins de souvenirs que celle que j'ai faite dernièrement, c'est-à-dire celle de, je ne sais plus quelle date, mais là, il y a 2 semaines, où on a senti quelque chose de très particulier, parce qu'avant même que la manifestation commence, on sentait la peur de la part des forces de l'ordre et du gouvernement. Le gouvernement, bien sûr, ils avaient peur sur cette date-là. Et les gens étaient très fermés et très en colère, parce que déjà il y a Steve qui est décédé malheureusement là-bas, donc ça leur fait quelque chose hein, quand même. Nantes, on sent que c'est un engouement assez particulier par rapport à ça. Après, on a vu qu'il y avait le guet-apens qui avait été mis en place pour avoir le homard géant, donc 3 personnes qui ont été placées en garde à vue et qui sont en comparution immédiate. Vous m'avez donné des chiffres tout à l'heure, est-ce que vous pourriez nous les redonner sur le nombre d'heures de garde à vue, oui. sur... Oui, un calcul qui a été... Oui, j'ai fait un calcul assez rapide hier soir. Bon, ça va très vite, hein, c'est un calcul très rapide. J'ai compté donc par rapport aux chiffres qui ont été donnés, j'ai pris la source Wikipédia. Hein, par rapport à cette source-là, là je vais être claire quand même quand les personnes peuvent aller regarder. Donc on était du 17 novembre jusqu'au 23 mars. On était sur environ 8000 personnes placées en garde à vue, 2000 personnes qui sont parties, qui ont été jugées. Et sur ces 2000 personnes, il y a eu 816 comparutions immédiates et 300 et quelques personnes qui ont été placées en détention. Par rapport au calcul qui a été fait, oui, j'en parlais tout à l'heure, ça représente 6 ans de garde à vue. C'est-à-dire que si on parle
des 8000 et quelques personnes qui ont été placées en garde à vue et les personnes, donc les 816 qui sont passées en comparution immédiate, en général les comparutions immédiates se passent le lundi. Donc si on parle de comparution immédiate, même si on parle de 24 heures de 807 personnes qui ont passé 24 heures en garde à vue et le reste des 8000, donc ça faisait 7000 et quelques, qui ont passé ne serait-ce que 4 heures en garde à vue, ça représente 6 ans de garde à vue. C'est énorme. J'ai fait un calcul très rapide, j'adore les calculs, hein. Je suis quelqu'un qui adore calculer. Donc c'est des calculs très rapides à faire. Hein. Et non, 6 ans de garde à vue aujourd'hui, sur 10 mois de mouvement, on a 6 ans de garde à vue. C'est impressionnant. Alors qu'il y en a d'autres à la tête du gouvernement qui eux sortent très rapidement et ne sont pas inquiétés. Moi j'aimerais bien te demander comment tu vois les choses à l'avenir. Oui, puisque les gens, enfin même les gilets jaunes disent on manifeste, on fait des kilomètres, ça fait acte 45. Hein, pour beaucoup, ils ont fait 30 actes, 40 actes, ils continuent à manifester, ils continuent à se faire gazer. Comment vous voyez l'avenir de ce mouvement-là ? Aujourd'hui, on a vu de beaux exemples en France, y compris à La Rochelle, de fortes mobilisations de convergence. Comment vous voyez les choses ? Ça va être très difficile dans le sens où les médias n'en parlent pas. On a regardé tout à l'heure effectivement dès 13h. Première chose qu'on a été faire, on a été vérifier les informations. Ils ont parlé que de grève à la SNCF. À aucun moment ils ont parlé d'une grève qui a été faite de la part de la CGT ou autre qui avait des problèmes. Il va falloir qu'on avance tous ensemble. Il va y avoir un mouvement qui va se soulever à un moment ou à un autre. Déjà on va reprendre une manifestation à La Rochelle, ça c'est sûr. Là il y a eu un vote qui a été fait. Bon, on ne donnera pas de date là comme ça. Il va y avoir une manifestation très rapidement à La Rochelle, de manière à montrer qu'on est encore là, parce que les médias ne veulent pas nous montrer. Donc c'est compliqué de montrer qu'on est là quand Ils ont même d'ailleurs parlé pendant tout l'été, les médias s'exprimaient en parlant des gilets jaunes au passé. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas de passé. On l'a tous vu, alors qu'on voit bien que là, les mobilisations reprennent. Les mobilisations reprennent, les mobilisations vont reprendre. On va bientôt avoir les 1 an. Donc dans un mois et demi, non, on va compter 2 mois, on va avoir les 1 an. Les gens vont voir qu'en 1 an, oui, effectivement, comme on m'a dit souvent, oui, Pauline, regarde bien, ça n'a rien changé, le carburant augmente et tout ça. Oui, justement, mais continuez à montrer que vous êtes là et à un moment, on va faire tomber ce gouvernement. Il faut que les gens reviennent. Ça va être compliqué de les faire revenir parce qu'ils ont peur de la répression policière. C'est la répression policière qui fait fuir les gens. C'est le fait des arrestations, le fait de voir, comme on voit là, effectivement, on a Gabriel qui, lui, en tant que média indépendant, se retrouve 2 mois en prison, même en tant que média. On se retrouve avec des personnes qui peuvent même plus montrer et faire leur travail. C'est important aujourd'hui la liberté d'expression et le droit, je ne sais plus comment on appelle ça, mais la possibilité aujourd'hui d'informer tout le monde. Tout le monde est en plein dans la répression, on vit tous la répression. Donc il va falloir faire comprendre au gouvernement qu'on n'est pas des méchants. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre dignement. Et à partir de là, il faut que les gens comprennent ce qu'on veut vraiment et qu'ils reviennent avec nous. En fait, les revendications n'ont pas changé. Les revendications sont toujours les mêmes. On est toujours au 17 novembre. Toujours, le 17 novembre, ça reste la date clé à laquelle les revendications étaient claires et resteront toujours les mêmes. La seule chose qui nous manque aujourd'hui et sur laquelle il faut absolument qu'on travaille tous, c'est la convergence. On a besoin des syndicats. On a besoin de tous syndicats. Les syndicats sont les seuls à avoir le pouvoir de générer une grève nationale, une grève générale nationale. On a besoin d'eux. Et eux ont accès au gouvernement. Nous, aujourd'hui, ce qu'on n'a pas, c'est ça. Si on avait un syndicat gilet jaune, on pourrait aujourd'hui lancer une grève. Aujourd'hui, c'est ce qu'on n'a pas. Le plus important, c'est de commencer une convergence. Et là, il faut vraiment travailler sur la convergence. On a vu qu'il était possible de converger. Sauf que les médias nous disent que non, on ne sait pas converger avec les autres. Mais si, on y arrivera. On a les billes en main et on va pouvoir le faire. Peut-être une petite conclusion, un message à faire passer pour les gilets jaunes dormants à La Rochelle et ceux qui n'osent pas venir. Un petit mot pour eux. La Rochelle, il faut qu'on se réveille, hein. On a tous besoin d'être ensemble. La Rochelle, on a vu une ville avec, on a compté tout à l'heure 4000 personnes, mais il me semble qu'il y en avait plus, mais c'est toujours pareil, les chiffres sont toujours notés à la baisse. Il faut qu'on se réveille, on est tous solidaires, on a toujours été tous ensemble, le soutien c'est important, que ce soit dans les bons et les mauvais moments. Lorsqu'on va manifester, on est en soutien avec les autres, lorsqu'on va en garde à vue, on est en soutien avec l'autre. Il faut qu'on reste tous soudés, donc aujourd'hui, on lâche rien, force et honneur à tous, et rendez-vous très rapidement à La Rochelle de manière à remontrer qu'on est là. Il faut vraiment qu'on fasse bouger les choses, tous ensemble. Merci Pauline, et vous nous tenez au courant pour si vous êtes de nouveau convoqués, et voilà, nous tenir au courant de ce qui se passe vous concernant. Merci. Merci.